Bonjour à tous, monsieur le Président du CPE, cher Pascal Maury, chers amis, je ne cite pas toutes les organisations ou sociétés d'auteurs qui composent le CPE et que vous représentez, et puis chers auteurs, mais je vous salue tous chaleureusement et je suis très heureux de pouvoir introduire ces états généraux du livre au nom de la ministre qui m'a chargé de vous dire à quel point elle regrette de ne pas pouvoir être présente personnellement aujourd'hui parmi vous ici. Elle a eu l'occasion de le dire à certains d'entre vous, certains de vos représentants il y a quelques jours qu'elle a reçu rue de Valois. Vous connaissez son attachement à la lecture et au livre, et vous connaissez son attachement en particulier aux auteurs. Je crois que son action depuis un an au ministère en témoigne, sur des terrains aussi divers que la défense du droit d'auteur au niveau européen, à travers la décision de lancer une étude sur la situation de la filière du livre jeunesse, ou encore de lancer un plan ambitieux de traduction au niveau national et européen. Tous ces éléments, on pourrait citer, même si le champ est un peu plus large, la mission sur la politique publique en faveur de la bande dessinée. Tous ces éléments montrent sa détermination et son action au soutien et auprès des auteurs. Vous avez souhaité réunir des états généraux du livre. Alors le sous-texte a été précisé, des auteurs du livre, mais derrière ce vocable très large d'états généraux, vos préoccupations, si l'on en croit les intitulés des tables rondes, portent aujourd'hui d'abord sur la situation économique et sociale des auteurs, et tout particulièrement aujourd'hui, pour ce tome 1, sur votre régime de protection sociale. L'étude que le ministère a conduite en 2016, suite d'ailleurs à une demande et une attente formulée par vos représentants, l'a bien montré, les revenus des auteurs du livre ont connu une baisse régulière au cours des dernières années. C'est un constat qui est là, qui est incontestable, et que nous avons d'ailleurs, nous, au ministère, et donc au sein du gouvernement, contribué à objectiver et à éclairer, au-delà de situations extrêmement contrastées selon les spécialités et les disciplines. Et c'est dans ce contexte difficile que nous connaissons, dont les causes peuvent être multiples, encore une fois selon les cas, qu'il s'agisse de tassement des ventes, qu'il s'agisse de pression sur les prix, qu'il s'agisse de hausse de la production individuelle, unitaire, qui peut conduire à des déséquilibres dans les relations de marché et entre auteurs et éditeurs. C'est dans ce contexte difficile que plusieurs réformes ont été mises en place au cours des dernières années. Certaines de ces réformes sont directement liées au régime social des auteurs et de leurs insuffisances ou de leurs difficultés dans le paysage juridique actuel. D'autres sont des réformes beaucoup plus larges. La CSG, vous l'avez évoqué, peut-être sans doute demain la réforme des retraites, qui sont des réformes qui n'ont pas été pensées pour ou contre les auteurs, absolument pas, mais qui les affectent, qui vous affectent incontestablement, et dont il faut reconnaître que les implications n'ont pas forcément toujours été pensées, non que les autorités, les administrations qui en ont la charge soient aveugles ou ignorantes aux spécificités de chacun, mais qu'effectivement elles ont à penser une réforme d'ensemble applicable à l'ensemble de la société, et il est vrai que les spécificités ne sont pas forcément intégrées dès l'amont. C'est précisément ce qui s'est passé. Du coup, ce sont des réformes qui sont souvent insuffisamment expliquées, insuffisamment partagées dans leur modalité de mise en œuvre, où le temps de la concertation du dialogue n'est pas forcément pris, où le temps qui est prévu n'est pas forcément respecté. Cela est arrivé, et cela ne peut qu'avoir un effet anxiogène. On ne peut que le comprendre. Je voudrais toutefois revenir un tout petit peu en arrière, sans remonter à la nuit du 4 août ou à mai 68, pour rappeler qu'il y a 40 ans, deux associations ont été agréées par l'État pour recouvrer les cotisations et contributions des auteurs et des artistes, l'AGESA et la Maison des artistes, à une époque où il avait été décidé d'établir une distinction entre ceux qui perçoivent un montant de revenus donné en droit d'auteur, ou plus de ce montant, et qui peuvent avoir accès à des prestations sociales, les affiliés donc, et ceux qui, en deçà de ce seuil, devaient cotiser sans en bénéficier, les assujettis. Ce dispositif a conduit à une situation dont on ne pouvait se satisfaire, où les assujettis, ceux qui relèvent de l'AGESA en tout cas, soit tout de même 185 000 personnes, ne constituaient pas de droit à la retraite de base sur les revenus qu'ils percevaient et sur lesquels ils cotisent. C'est ce qui a conduit en 2013 les deux inspections générales des affaires sociales et affaires culturelles à recommander une réforme de la protection sociale des artistes auteurs pour aboutir à une véritable égalité de traitement
Et c'est ce qui explique la disparition de la distinction affiliée assujettie au 1er janvier 2019, année de tous les dangers, en tout cas année de changement incontestablement. La première conséquence en sera néanmoins que chaque auteur cotisera et s'ouvrira des droits à la retraite au premier euro. Chaque auteur dont les cotisations seront désormais précomptées pourra bénéficier du dispositif prévu pour les revenus accessoires, dont on sait, pour les revenus d'activités accessoires, dont on sait quelle importance il peut revêtir. Et c'est pour rendre le recouvrement des cotisations dans ce nouveau cadre à la fois plus sûr et plus efficace qu'il a été décidé de transférer la mission de recouvrement de la MDA de la GESA à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOS, dans un simple but d'efficacité. Ce n'est pas autre chose qu'une mesure technique. Ça ne vise qu'à faire bénéficier les auteurs d'un outil plus performant, plus sûr. Ça suscite évidemment des inquiétudes, pour le coup, chez les auteurs, peut-être chez les salariés. On l'a vu à l'entrée de cette manifestation de la MDA de la GESA. Mais cette décision technique n'emporte aucune conséquence quant au respect des spécificités du régime des artistes-auteurs auxquels nous sommes attachés. Alors, ce transfert suscite de nombreuses questions, des inquiétudes, et c'est pour y répondre que l'ensemble des organisations professionnelles, des sociétés, seront réunies le 21 juin par le ministère de la Culture et celui des Affaires sociales pour être informés des modalités de mise en œuvre de ce dispositif et engager, effectivement, peut-être trop tardivement, mais pour engager ce dialogue, cet échange autour des questions que cela peut susciter chez chacun de vous, et elles sont nombreuses. Plus largement, au-delà de cette simple question, c'est parce que nous sommes attachés aux spécificités des artistes-auteurs et conscients de la fragilité de leurs conditions d'activité que nous sommes conduits régulièrement à aménager des dispositifs particuliers au sein du régime général. Cet aménagement, cette adaptation entre un cadre, entre des spécificités liées à l'activité créatrice, liées à l'ensemble de ce qui fait que vous êtes des auteurs, cette adaptation à un cadre plus général qui n'a pas été conçu dans cet esprit est parfois complexe, cela prend du temps et nous essayons néanmoins de faire avancer les choses à bon rythme. Je voudrais tout de même ici rappeler quelques-unes des avancées qui ont été enregistrées au cours des dernières années. Il y a eu la mise en place du fonds de formation continue, il y a eu la mise en place l'année dernière d'un dispositif de régularisation des cotisations prescrites, il y a en parallèle un régime de retraite complémentaire des artistes et auteurs professionnels qui a là aussi, je m'en souviens, pu déconcerter par la façon dont il a été annoncé, mais qui, sur le fond, a pour objectif de permettre aux auteurs d'avoir accès à des niveaux de pension plus élevés, du revenu différé en quelque sorte, et ce, dans un cadre juridique stabilisé. Et je crois franchement que cette évolution-là, qui aurait peut-être pu être mieux conduite dans le partage, sur le fond, elle répond à un équilibre, elle a trouvé un équilibre qui répond aux intérêts à long terme des auteurs. Alors aujourd'hui, vous les avez mentionnés, il y a des priorités, des urgences, il y en a 3. La première, c'est que les artistes et auteurs ne subissent pas la hausse de la CSG qui a été décidée, comme je vous l'ai dit, dans un cadre beaucoup plus large. Et comme la ministre de la Culture l'avait annoncé dès l'automne dernier, une aide au pouvoir d'achat pour les artistes-auteurs sera créée au titre de 2018 à cette fin. Un décret a été publié pour en évoquer les modalités de mise en œuvre le 15 mai, donc la semaine dernière. Je voudrais préciser 2 choses. La première, c'est qu'on parle d'aide dans ce décret, mais plus qu'une aide, qui est un terme choisi pour des raisons juridiques, c'est bien d'une neutralisation qu'il s'agit, il ne s'agit pas d'une assistance. On ne le conçoit pas comme ça, on l'a conçu pour neutraliser les effets d'une réforme qui n'a pas été pensée dans ce cadre. Le second point, c'est que le ministère de la Culture a obtenu pour financer cette compensation en 2018 que les crédits non utilisés qui habituellement sont annulés ou gelés puis annulés soient rendus disponibles, laissés disponibles pour financer pleinement ce dispositif et les sommes en question couvrent l'ensemble de l'enjeu en 2018. Reste maintenant à en définir les modalités. Je pense que ce point sera évoqué lors d'une des tables rondes. Au-delà de 2018, une mission d'inspection générale conjointe Affaires sociales, Affaires culturelles a été chargée de définir les modalités d'une compensation pérenne de la hausse de la CSG pour les artistes-auteurs. Je crois que la lettre de mission commence à circuler. Ces conclusions sont attendues avant l'été pour que les
projets de loi de financement de la sécurité sociale qui généralement sont évoqués au second semestre puissent en intégrer les conclusions. Deuxième urgence, nous savons qu'elle est importante pour vous, c'est que la circulaire de 2011 relative aux revenus tirés d'activités accessoires, comme les ateliers d'écriture ou les rencontres publiques, qui sont des activités de plus en plus importantes, non seulement pour vous, dans votre activité, parfois économiquement, mais aussi pour la collectivité qui est en demande de votre présence dans ces manifestations, et bien que cette circulaire elle soit simplifiée, mieux appliquée, adaptée à l'évolution de nos pratiques professionnelles, qu'elle tienne compte là aussi de la disparition de la distinction affiliée-assujettie, et là encore, la même mission IGAS-IGAC a pour mission justement de se pencher sur cette question, et son rapport est attendu en novembre. Les inspecteurs ont mission de rencontrer vos organisations. Ils le feront après avoir pris connaissance du premier bilan qui est demandé au directeur de la GESA, Thierry Dumas. Troisième question qui vous préoccupe, là aussi, dans cette année 2019, année de tous les dangers, celle du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui sera évoquée là encore lors d'une de vos tables rondes, afin que l'on puisse tenir compte de la périodicité, de la fluctuation de la rémunération qui vous caractérise, dans un cadre qui vise à s'appuyer sur une assiette réputée stable pour fonder un prélèvement l'année même. Et sur ce point, qui est complexe à gérer, des réunions ont déjà été tenues entre les organisations professionnelles et le ministère des Finances, qui sera représenté aujourd'hui, et qui doit, au-delà d'acter le principe de cette spécificité, définir des modalités transitoires dans la durée de prise en compte de votre situation particulière. Je crois que de ce point de vue, vous avez commencé pour le moins à avoir une écoute attentive de nos amis de Bercy. Pour finir, au-delà de ces questions qui sont techniques et importantes, il y a la technique en matière sociale et fiscale, il y a des réalités économiques et c'est évidemment important. Je voudrais dire deux mots peut-être sans être trop long parce que le débat est sans fin, pour redire que les rapports entre création et protection sont complexes, sont délicats. La protection sociale, le régime général en tout cas, a été pensé dans le cadre du salariat, c'est-à-dire une situation où l'assuré, le salarié, dépend hiérarchiquement de son employeur, qui décide de son activité, qui l'organise. Et il en est bien sûr tout à fait autrement de la création, qui est un acte libre et qui, pour certains, est consubstantiel d'une forme de précarité, puisqu'on ne sait jamais à l'avance ce que sera le succès de l'œuvre qui a été créée. Alors évidemment, c'est un schéma qui est caricatural, et c'est précisément pour sortir de cette vision schématique et pour créer un environnement propice au développement de la création sous toutes ses formes. Vous avez évoqué la plupart d'entre elles, je serai plus court, que l'on parle de littérature générale, d'illustration, de traduction, les situations sont profondément différentes, et bien c'est que néanmoins, que toutes ces situations puissent être prises en compte dans un cadre protecteur, et c'est pour cela que nous avons créé en France un système de protection sociale spécifique qui intègre les artistes-auteurs au régime général pour qu'ils bénéficient de cotisations réduites par rapport à celles dont s'acquittent notamment les indépendants. Et là aussi, je voudrais être clair, puisque c'est un des thèmes sur lesquels vous allez réfléchir. Ce système avantageux qui assimile les artistes-auteurs à des salariés alors qu'ils sont fondamentalement indépendants, ce système qui fait partie intégrante de l'exception culturelle française, il n'est pas question de le remettre en cause. Donc, de notre point de vue, et ça en a un peu la conséquence, ce n'est pas véritablement à inventer un régime social nouveau pour les auteurs, comme notre troisième table ronde semble y inviter, que nous travaillons, nous, au ministère, mais plutôt à simplifier, à améliorer le cadre existant pour que les créateurs restent intégrés au régime général tout en continuant à bénéficier d'aménagements qui leur sont propres. Alors, j'ai lu ici ou là, je crois qu'y compris parmi vous, certains s'interrogent sur la légitimité de création d'un véritable statut de l'auteur professionnel ou un statut professionnel de l'auteur. Ce débat, il est sûrement légitime parce que les situations que vous connaissez sont très différentes. Il faut bien en peser les avantages et les inconvénients. L'égalité de traitement et le cadre global pour l'ensemble des auteurs est également un bien précieux. Et si on commence à le scinder, on doit en tout cas bien en mesurer tous les aspects. Ce sera certainement un des points de débat intéressants qui pourront vous rassembler. En tout cas, ce que je tenais à dire, ici en représentant la ministre, donc la ministre elle-même n'est pas présente car elle doit être à l'Assemblée nationale cet après-midi pour une proposition de loi sur les fausses informations, mais je la représente et d'une façon, elle est présente par les mots que je vous donne. Nous, au ministère, nous connaissons vos inquiétudes, nous les comprenons.
et il arrive que nous les partagions lorsque nous peinons à obtenir, nous aussi, les réponses qui ne dépendent pas de nous. Cela arrive, et votre mobilisation est souvent utile pour, je ne sais pas si ce sont ces états généraux qui ont permis d'avoir des réponses. En tout cas, votre mobilisation peut être utile pour faire comprendre les spécificités qui sont les vôtres, et je veux très sincèrement rendre hommage à celles et ceux qui, parmi vous, bénévolement, s'engagent au service de la collectivité et de la création. Pour autant, je voudrais aussi vous inviter à ne pas pointer du doigt tel ou tel. Pour ne pas la citer, l'administration en charge de la sécurité sociale, comme d'autres, a une tâche redoutable. Elle est permanence soumise à une forme d'injonction paradoxale. On lui demande de veiller à l'orthodoxie et à l'équilibre d'un système et en même temps de prendre en compte tout ce que la société française, c'est ce qui fait sa richesse, comporte de spécificité. Ce n'est pas une excuse pour ne pas concerter, partager, expliquer et être au rendez-vous. C'est une explication néanmoins du fait que le travail d'adaptation à chaque situation est long et complexe, notamment dans un contexte où les réformes sont nombreuses et elles le sont en ce moment. C'est notre rôle, en tout cas au ministère de la Culture, d'être vos relais, le relais de vos spécificités auprès de nos collègues. La ministre Françoise Nyssen le fait à chaque fois que c'est utile auprès d'Agnès Buzyn, et c'est notre rôle aussi de chercher par des enquêtes, des études, à mieux cerner la situation économique et sociale qui vous caractérise pour proposer des solutions adaptées de différentes natures, qu'il s'agisse de la rémunération des auteurs lorsqu'ils sont invités à des manifestations littéraires qui sont soutenues par le CNL, qu'il s'agisse des évolutions successives depuis plusieurs années du contrat d'édition pour une relation équilibrée avec les éditeurs et adaptée aux besoins du temps, ou des négociations au niveau européen pour veiller à un meilleur partage de la valeur entre les plateformes et les créateurs. Ces actions témoignent, je le crois, je veux le croire, de l'attention particulière que la République porte en France, tout particulièrement en France, aux auteurs. Nous aurons vraisemblablement l'occasion d'en reparler dans le tome 2 des États généraux, mais pour cela, il faut d'abord que le tome 1 ait livré ses fruits, et je vous souhaite donc de très fructueux travaux, et j'espère qu'ils apporteront plus que des débuts de réponse à vos interrogations. Merci beaucoup.